matin, la question très, disons, importante et transversale que nous pouvons nous poser en sciences sociales du politique, c'est bien entendu peut-être moins pourquoi la révolution, qu'on ne saurait pas encore probablement qualifier de révolution, mais comment le processus révolutionnaire. Donc c'est la question que je me suis posée après avoir observé, réfléchi sur ces événements sur lesquels je me suis documenté directement, notamment en étant lors des jours décisifs des derniers jours à Tunis, notamment le 14 janvier. Donc comment le processus révolutionnaire, cela renvoie bien entendu à un faisceau de réponses, d'hypothèses et peut-être des réponses très importants auxquels je ne pourrais malheureusement pas que je ne pourrais pas traiter dans le détail donc toutes ces hypothèses et toutes ces réponses à cette question de comment le processus révolutionnaire qu'Olivier Filleul a très bien, disons, organisé, la question de l'émergence, la question de comment se développe le processus révolutionnaire et enfin peut-être la question des effets de la répression. Dans la demi-heure que j'ai, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes ces questions. Je vais peut-être moins répondre d'ailleurs au titre ou au sous-titre des révoltes à la Révolution, qui demanderait une précision importante de contexte. Je vais juste le préciser rapidement, mais plutôt, je suis plutôt là en train j'ai pris l'option de parler, de décrire, d'analyser comment se développe le processus révolutionnaire à partir d'une focale très réduite, celle de l'observation, disons, directe et participante, si vous voulez, de l'engagement, de la lutte que vont mener des groupes de jeunes hommes dans 2 quartiers populaires de la ville de Tunis. Avant de revenir, donc, de rentrer dans le détail de cette ethnographie que je vais vous livrer, je vais vous balayer les questions, les réponses aussi qu'on pourrait apporter à comment le processus révolutionnaire en Tunisie. Dans le texte que j'ai envoyé à Olivier Filleul, j'ai divisé en 2 parties ma communication, mon texte, à savoir qui sont autant de séquences temporelles. La première est de 2008 à 2010, des soulèvements populaires inédits et importants sous Ben Ali. Il s'agissait dans cette partie de montrer, d'abord, de contrer cette évidence de l'apathie politique en situation autoritaire. Il n'y a pas d'apathie politique, même en situation autoritaire, en tout cas pas dans ce moment du développement du régime de Ben Ali, et surtout pas dans le bassin minier dans le sud-ouest à Gafsa, où se sont déroulées des protestations, des actions collectives protestataires d'une rare importance depuis 1984, c'est-à-dire avant même l'accès au pouvoir de Ben Ali. Il n'y avait jamais eu une telle ampleur, une telle importance des soulèvements et plutôt là, des actions collectives protestataires. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la trajectoire de ces protestations, de leur raison d'être socio-économique notamment, et disons, de leur développement, de leur organisation, des vecteurs et acteurs qui ont porté ces protestations. Simplement pour dire que cet épisode semble être un épisode important, principal, pour voir qu'avant 2010, il y avait des protestations d'importance, protestations collectives d'importance en Tunisie. Surtout qu'il semble qu'il va y avoir une accélération dans le temps de ces actions protestataires, puisque en août 2010, pour des raisons totalement différentes de celles liées au bassin minier de Gafsa, il va y avoir d'autres protestations également à caractère émeutier dans l'extrême sud-est de la Tunisie, à savoir à la frontière avec la Libye, qui viendront après la décision de fermeture par les autorités libyennes de la frontière entre la Tunisie et la Libye. Les protestateurs sont ces praticiens de la contrebande, ces jeunes déclassés ou nouvelles figures de la réussite, nous en discuterons à un autre moment, qui viendront contester cette décision qui leur coupe leur pain quotidien, je ne sais pas comment dire ça. Dès 3 mois après, nous avons bien entendu l'épisode de l'immolation de Bouazizi, dans la région centre-ouest agricole de Sidi Bouzid, et ensuite des protestations importantes qui vont avoir lieu aussi dans la zone centre-ouest de la Tunisie, Al-Gasrin, Tela, etc. Donc, cette première grande partie de mon texte visait à expliquer, à montrer que de 2008 à 2010, c'est peut-être une première séquence historique d'explication
de compréhension plutôt, je ne sais pas si en fait il faudrait le qualifier d'émergence ou de prémisse de quelque chose qui va s'amplifier ensuite. Le deuxième moment de mon texte, le moment révolutionnaire, c'est à proprement parler comment se développe le processus révolutionnaire, comment s'accélère à un certain moment, par quel vecteur, par quels acteurs, la révolution. Je ne sais pas encore comment vraiment l'appeler. Et là, j'ai traité bien entendu de plusieurs points qui me semblent importants pour comprendre cette accélération, ce moment révolutionnaire, notamment, bien entendu, la question de la médiatisation, de la publicisation. Mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la question de la révolution. Non, ce ne sont pas une révolution 2.0, comme disait Michael Béchir Ayari, qui a commis un texte qui va paraître sur la place de Facebook et des nouveaux médias dans le processus d'amplification du mouvement. Donc il y a un rôle qui est particulier, je ne rentrerai pas dans le détail de ce crescendo médiatique. Un deuxième élément important de compréhension du processus révolutionnaire dans son moment révolutionnaire, c'est le basculement, l'entrée en scène, comme je l'ai appelé, de l'UGTT. L'UGTT, c'est le syndicat unique, c'est la centrale syndicale qui a une trajectoire singulière dont les détails, si vous voulez plus de détails, vous pouvez le trouver dans l'ouvrage que dirige Michel Cameau, le syndrome autoritaire, que dirige, non pas que coécrit avec Vincent Gesser, Michel Cameau, le syndrome autoritaire. Et on a une centrale syndicale qui a un rapport très particulier avec le régime, le parti État au pouvoir, qui va évoluer dans le temps, il y aura des inflexions, des moments de crise, des moments de répression très dure, des tentatives d'autonomisation, mais qui se singularise, pour vous dire rapidement, d'être donc un très grand syndicat, c'est 500 000 adhérents revendiqués, mais c'est une organisation protéiforme, c'est une organisation qui, depuis 1989, est largement réprimée, plutôt que réprimée, clientélisée, muselée, on va dire, dans sa hiérarchie telle qu'elle fonctionne. C'est une organisation qui va de plus en plus être centralisée, proche, pour dire très très vite, de Carthage, de la politique de Ben Ali. Il va y avoir, pour vous faire un schéma grossier, rapidement, un décalage entre la centrale syndicale à Tunis, les représentations régionales de la centrale syndicale et quelques figures parfois de syndicalistes locaux. Ces figures syndicalistes vont jouer un rôle très important dans le moment révolutionnaire, puisqu'ils vont s'engager parfois dans le centre-ouest, à Sfax, donc à Tel, à Gasserine et à Sidi Bouzid surtout, lors donc des premières répressions d'importance qui ont suivi la mort, l'immolation de Bouazizi et puis les différentes répressions qui ont eu dans la zone centre-ouest. Ils vont jouer un rôle important, ils vont fournir des lieux, au fur et à mesure, les locaux du syndicat au niveau local, les locaux du syndicat à échelle des villes vont devenir des hôpitaux de campagne, vont être le lieu de refuge et le lieu de rassemblement symbolique qui déborde largement même les syndicalistes locaux. Donc il y a un rapport assez intéressant pour lequel je ne rentrerai pas en détail. Toute cette dynamique va pousser la centrale syndicale dans les derniers jours, le 12 janvier, après des décisions au niveau régional dans 3 régions de déclarer la grève générale, vont pousser la centrale syndicale à partir du 12 janvier à déclarer, à décider de la grève générale. Cette grève générale sera décisive dans les derniers jours, puisque on peut expliquer le nombre très important, nous n'entrerons pas ni une politique du chiffre, ni une polémique du chiffre, mais pour y avoir été, la foule importante, manifestante du 14 janvier devant le ministère de l'Intérieur, vous avez vu les images, est due notamment à la décision de grève générale telle que décidée par la centrale syndicale. Donc ça, c'est une temporalité, une trajectoire particulière, celle de la centrale syndicale, de son entrée en scène, tardive diront certains, mais décisive certainement. Cette entrée en scène, pour avoir
donc vécu et observé la manifestation du 14 janvier de l'intérieur, entre guillemets, en étant, il faut relever que si le nombre important de mobilisés ont pu l'être grâce à cette décision de la centrale, qui déborde encore une fois la capacité de mobilisation stricte de la centrale syndicale, il y a une multitude de petites trajectoires de passage à quelque chose qui est décisive, notamment ce jour du 14 janvier. Donc un autre élément, à part la dramatisation, la publicisation, le vecteur du processus révolutionnaire, l'entrée en scène de l'UGTT peut être liée aussi, lors de ce 14 janvier, notamment à Tunis, par des passages aux politiques, des passages à la manifestation très singulière, puisque j'ai pu observer donc, lors de cette manifestation des gens qui ont été quasiment poussés à scander Ben Ali dégage, alors que 3 minutes avant, une dame me disait c'est impossible, je ne peux pas dire ça, de toute façon ce n'est pas de sa faute et ce n'est pas important. Et cette fille dont la trajectoire, cette dame dont la trajectoire, dans l'entretien rapide que j'ai eu avec elle et avec d'autres, montre qu'elle n'a a priori aucune socialisation syndicale avec partis politiques, etc., est aussi décisive. Donc ces petites contingences qui font qu'on passe à l'acte. Je n'ai pas encore commencé à développer le point le plus important de ma communication, j'espère que je pourrai le faire, c'est celui donc de l'observation participante dans 2 quartiers populaires de la banlieue de Tunis, enfin de Tunis et de sa banlieue, à savoir le quartier de Chaabeya à Hamamnelf, dans une ville dans le sud, à une dizaine de kilomètres de Tunis, et le quartier de Beb Jdid dans la Médina, et juste à côté de la Médina de Tunis. 2 quartiers populaires, dirons-nous, et surtout une focale resserrée sur les pratiques de garçons, de jeunes hommes, garçons de 13 à 35 ans, qui seront, à mon avis, décisifs et sur lesquels disons, le projecteur n'est pas assez souvent mis pour comprendre le processus révolutionnaire tel qu'il s'est passé. Ces jeunes hommes, Ouled al-Houma, ces garçons du quartier, tel qu'on dit trivialement, ont un dénominateur commun, c'est celui d'être dans des quartiers populaires, n'avoir aucun lien avec le parti politique, tentaculaire, aussi tentaculaire soit-il, d'être des jeunes hommes souvent au chômage, d'être considérés comme jeunes. Gardons cette qualification pour l'instant. Ces jeunes-là, donc, vont être très importants à différents moments, surtout à partir du 11 janvier, dans les mêmes moments de ces quartiers de Tunis, qui vont être décisifs dans les affrontements avec les forces de l'ordre, qui vont être, malgré eux ou de manière indirecte au début, décisifs dans l'éradication politique des gens du parti. Alors, on verra ce que ça donnera. Donc, prendre le quartier, cette partie, je l'ai appelée en reprenant un fragment d'entretien avec un de ces jeunes hommes, c'est « avant on tenait le mur, maintenant on tient le quartier ». Donc la question à laquelle j'essaierai de répondre sera les germes d'un passage aux politiques de jeunes hommes de quartier populaire lors du moment révolutionnaire à Tunis. Donc prendre le quartier à la police est l'ambition première des jeunes au cours du moment révolutionnaire. Après les luttes contre les forces de l'ordre, ces jeunes ont occupé de façon significative l'espace public de leur quartier et tenté de se positionner comme alternative aux responsables politiques. Cette position et ces postures nouvelles dans l'espace public portent ce que j'ai appelé les germes d'un passage aux politiques, mais pour autant, si on regarde, et puisqu'on a les éléments pour le faire, si on regarde les relations socio-économiques et politiques dans ces quartiers populaires dans une focale historique plus longue, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué et surtout les registres de dénonciation que convoquent ces jeunes ne sont pas eschatologiques justement et leur critique acerbe ne semble pas fondamentalement perturber les relations socio-économiques telles qu'elles fonctionnaient. Nous y reviendrons un peu plus avant.